Ils reviennent, signala Scad en voyant revenir les frères Corvidés. Ils ont l'air pressés, commenta Fen. C'est terrible, leur lança Murk avec les yeux exorbités. Qu'est-ce qui est terrible, s'enquilla Louve. Vous n'avez pas trouvé Bord? Si, nous l'avons trouvé, répondit Svart en coupant la parole de son frère, tandis qu'ils se posaient tous les deux sur une barrière face à leurs interlocuteurs. Mais il a été emmené. Emmené? Répéta Siegfried. Oui, capturé par des soldats. C'est terrible, appuya Murk. Svart le fit taire. Siegfried soupira. Au moins, reprit le corbeau, nous savons où se trouve le château de la Reine des Neiges. Vraiment? Ils ont dit qu'ils l'emmenaient là-bas, et en volant nous l'avons vu au loin. Parfait, décréta Fen. Les villageois nous ont indiqué la même chose. Dépêchons-nous de les suivre. Nous avons Bord à récupérer en plus du cœur d'Ul, se désespéra l'elfe. Une fois sur place, tu iras chercher l'endroit où se trouve le cœur, lui dit la louve sur un ton rassurant. Je m'occuperai de trouver un moyen de délivrer ce petit étourdi. Sa capture ne change rien à notre objectif. Siegfried se mura dans un silence buté. Il s'inquiétait du sort de son petit frère, mais se concentra sur la tâche à venir. Bord renifla. En plus de faire froid, le cachot dans lequel il avait été jeté était humide et des stalactites gelées hérissaient le plafond en goûtant. Les murs étaient également brillants d'une pellicule de glace sur laquelle couraient parfois quelques gouttes d'eau. Cette constatation fit frissonner le captif, qui renifla de nouveau. Heureusement, ses geôliers ne l'avaient pas dépouillé de ses fourrures. Bien que demi-elfe, le froid environnant était si perçant qu'il en était gelé jusqu'aux os. Recroquevillé contre le mur, qui malgré la fine couche de glace était l'endroit le plus confortable, il changea de position pour éviter aux muscles de ses jambes de s'enkyloser plus que ce qu'il était déjà. Il avait atteint le stade où il donnerait n'importe quoi pour se retrouver enveloppé dans la douce chaleur de Fen. Aucune fourrure ne lui avait jamais procuré autant de chaleur et de confort que d'être blotti contre la grande lune. De penser à la vanne le rasséréna quelque peu. Il se demanda si les renards étaient avec elle. Il espérait que c'était le cas. Malgré son argumentation en leur faveur pour contredire son aîné, il était embêté que les deux friponnes les aient suivis. Il ne se pardonnerait pas s'il leur arrivait quelque chose. Ses pensées le menèrent, sur ses entrefaites, à Siegfried. Bord grimaça à l'idée de ce que son frère lui dirait s'il le voyait dans cette situation. En réponse aux rebuffades qu'il imaginait, le jeune homme se leva, s'étira et s'ébroua comme un chien. Il décida qu'il ne laisserait pas l'occasion à son aîné de lui reprocher de s'être fait capturer, et, surtout, de l'accuser de s'être laissé prendre son héritage maternel. Ce qui était vrai, mais il comptait bien récupérer son petit couteau avant même que Siegfried se rende compte qu'on le lui avait confisqué. Ce qu'il avait capturé lui avait aussi ôté son épée. Au moins, il lui avait laissé son anneau. Piètre consolation, mais consolation tout de même. En réfléchissant à un moyen de s'évader, il se mit à arpenter sa cellule de long en large, tout en l'étudiant attentivement. Lors de son enfance passée avec Fen, elle ne lui avait pas appris l'art de s'évader d'une prison. Mais en tant qu'élève du forgeron des étoiles, il savait à peu près tout ce qu'il y avait à connaître de n'importe quel objet manufacturé métallique. Fort de ce savoir, il commença à étudier attentivement la serrure de la porte de son cachot glacial et humide. En reniflant une nouvelle fois, il se demanda si les demi-elfes comme lui pouvaient tomber malades. Il ne s'était pas ne serait-ce qu'enrhumé depuis que sa nature semi-elfique s'était révélée, mais les conditions de sa détention menaçaient de lui rappeler les joies de la maladie. En inspectant les éléments métalliques sur la porte, il renifla encore, de dédain cette fois, un peu à la manière de Siegfried à son encontre. La serrurerie était certes épaisse et solide, mais très basique et facilement crochetable, sous réserve de posséder quelque chose qui servirait d'outil pour ce faire. Ce n'était pas le cas. Bord se sentit un peu déconfit de réaliser qu'il pourrait facilement sortir de son cachot, mais qu'il lui manquait un tout petit quelque chose pour la réalisation de son projet. Dans son esprit s'afficha le visage moqueur et légèrement méprisant de son frère. Même absent, il continuait de l'irriter. Le jeune homme décocha un coup de pied rageur à la solide porte en chêne. Comme en réponse à son coup rageur, quelqu'un fourragea contre la porte et une petite trappe en bas s'ouvrit, laissant passer une écuelle et un petit pot d'eau avant de se refermer d'un claquement sec. Bord se rendit alors compte qu'effectivement, il avait faim. Tout en étant pleinement conscient que le contenu de l'écuelle ne pourrait jamais être comparé à la cuisine de Beyla, il le renifla curieusement. Cela s'avéra encore pire que ce qu'il escomptait. Le jeune homme gratifia sa pitance d'un regard de dégoût. Il flaira ensuite le contenu du cruchon, mais l'eau à l'intérieur lui parut à peine potable. Car, si Fen ne lui avait pas enseigné à s'évader d'une prison, elle lui avait en revanche appris comment se fier à son odorat pour déterminer si quelque chose était mangeable ou non. Il allait devoir trouver rapidement un moyen de sortir de cet endroit sordide, sous peine de mourir de froid et de faim. Sans compter qu'il devait récupérer le petit couteau aux manches en corne de narval que sa mère lui avait forgé. Et qu'il devait aussi retrouver le cœur d'Ul.
Borde arrêta de lister les choses qu'il devait faire et se concentra de nouveau sur un moyen d'ouvrir la porte. L'écuelle étant en bois et le pot en terre, il doutait de parvenir à en tirer des outils, même rudimentaires, en les brisant. Il inspecta une nouvelle fois le contenu de sa cellule. Le vague amas de paille en partie gelé, qui avait certainement la vocation d'être une paillasse, ne lui serait non plus d'aucune utilité. Le reste de la pièce, minuscule au demeurant, était totalement nu. Ses yeux parcoururent plusieurs fois toute la geôle avec désespoir, glissant sur les murs gelés et s'attardant sur les stalactites de glace qui pendaient du plafond. Il soupira en fermant les paupières, mais son esprit se focalisa de nouveau de lui-même sur les pics gelés qui se hérissaient au-dessus de sa tête. Les plus fines de ces stalactites seraient-elles suffisamment solides pour lui permettre de crocheter une serrure? Si cela ne fonctionnait pas, peut-être qu'il pourrait creuser un trou dans la porte à l'aide des plus grosses. Cette entreprise serait beaucoup plus longue et il risquerait plus de se faire repérer, mais il n'aurait peut-être pas le choix. Il se mit à l'œuvre sans attendre. Sans trop de difficulté étant donné l'exiguïté des lieux, il parvint à s'assurer une prise à la base d'une stalactite de glace de l'épaisseur d'une très grosse aiguille à tricoter. Il tenta ensuite de la briser, mais ne réussit pas à la simple force de ses doigts. Borde s'en empara alors à pleine main, et, en faisant jouer son poids, parvint finalement à récupérer son fin outil gelé. Puis il en récupéra une deuxième, avant de se mettre consciencieusement à l'ouvrage. Après quelques secondes d'acharnement contre la serrure, l'un des fins pics de glace se brisa. Il retourna en chercher un, et se remit au travail. Les stalactites n'étaient pas des outils très pratiques. Comme elles fondaient au contact de sa chaleur corporelle, elles ne cessaient pas de glisser, et il avait bien du mal à œuvrer. Il s'arrêta. Un bruit s'était fait entendre de l'autre côté de la porte qu'il tentait de crocheter. Le plus silencieusement possible, il retira les stalactites de la serrure et recula prudemment au cas où quelqu'un fasse son entrée. Inconsciemment, il s'était emparé des pics de glace comme s'il s'agissait de lames, prêt à les planter dans le corps de la première personne qui passerait à la porte avant d'en profiter pour s'enfuir. Quelque chose de métallique foya dans la serrure, un déclic se fit entendre et la porte grinça sur ses gonds. Borde s'élança silencieusement, tira brutalement la porte vers lui et se précipita, les stalactites en avant. Il faillit trébucher lorsque ses pics gelés ne rencontrèrent que le vide. « Hé !» protesta une voix tout bas. Le jeune homme remarqua alors la renarde sous forme humanoïde qui s'était prestement baissée et qui le fixait d'un air offusqué. « Sylvègue » s'étonna-t-il. « Que fais-tu là ?»« Sauver tes fesses de demi-elfe » expliqua la petite Vanne d'un air malicieux en remuant ses oreilles douteuses. « Mais j'apprécierais que tu n'essaies pas de me tuer lorsque je te libère. » Elle afficha un air espiègle. « Maintenant, suis-moi, nous partons. »« Je dois récupérer mon couteau et mon épée, » l'arrêta Borde. « Ne t'inquiète pas pour ça, balaya-t-elle. Scad s'en occupe. » Impressionné par les renardes, le jeune homme suivit Sylvègue sans plus discuter et avec toute la discrétion dont il était capable. Maintenant qu'il avait eu la chance de pouvoir s'en sortir, il comptait bien ne pas se faire capturer une deuxième fois. Ne serait-ce que parce qu'il ne pourrait pas supporter la réaction qu'aurait Siegfried si tel était le cas. Glissant à pattes de velours, la jeune Vanne guida Borde vers la sortie. L'homme qui gardait l'entrée des cachots dormait, appuyé contre un mur et en ronflant comme un bienheureux. En passant à côté de lui, le demi-elfe se demanda comment Sylvègue avait réussi un tour pareil. Une fois qu'ils eurent quitté la prison, la jeune Vanne se fit plus circonspecte, ne dépassant chaque angle de mur qu'après de minutieuses vérifications. Les deux fuyards profitèrent qu'il faisait nuit et que la plupart des habitants du château dormaient pour se faufiler. Borde s'inquiéta alors qu'ils pénétraient dans la cour. Les lourdes portes étaient closes et des gardes la surveillaient, frileusement emmitouflés dans leurs manteaux. Comment Sylvègue comptait-elle les faire sortir? À ce moment-là, elle se coula derrière les écuries en s'efforçant de laisser le moins de traces possible dans la neige boueuse. Toujours suivie du jeune homme, elle se fraya un passage entre le tas de fumée et la muraille. Là, bien dissimulé au milieu de la paille et du purin, un trou profond les attendait. La petite Vanne se tourna vers Borde, lui adressa un sourire triomphant et se mit à quatre pattes pour pouvoir passer dans le trou, trop petit pour laisser passer une renarde de la taille d'un gros poney, mais suffisamment large pour laisser passer une adolescente. Elle disparut rapidement dans le tunnel de terre. Le demi-elfe ne prit pas le temps de laisser s'exprimer son étonnement et la suivit sans attendre. Le trou s'enfonçait profondément dans le sol, mais pas suffisamment pour passer sous les fondations de l'épaisse muraille. Une ouverture avait été pratiquée dans la pierre. Le jeune homme se promit de s'enquérir de la manière dont les deux renardes avaient pu accomplir de tels prodiges et aussi rapidement. Car même s'il avait perdu la notion du temps en étant enfermé dans un endroit qui ne laissait pas entrer les rayons du soleil, il estimait qu'il n'avait pas disparu depuis plus d'une journée et demie. Lorsqu'il émergea de l'autre côté, il se griffa la joue avec une ronce qui s'enroulait dans le fourré où donnait le tunnel. La capuche relevée sur ses cheveux flamboyants, Sylvègue l'attendait en arborant un air suffisant. « Attendons que la lune se cache, lui chuchota-t-elle.
Ensuite nous rejoindrons le petit bois là-bas. Elle se délectait visiblement de prendre la tête des opérations. Blottis l'un contre l'autre pour partager un peu de chaleur, ils attendirent patiemment qu'un énorme nuage dissimule la lumière blafarde en provenance de la lune, et s'élancèrent silencieusement en terrain découvert. Rien ne brisa le silence de la nuit. Personne n'avait dû les apercevoir courir et se réfugier sous le couvert des arbres. Une grande louve les accueillit. « Fen !» se réjouit Bord en enlaçant le cou de la vanne. « Mission accomplie !» se pavana Sylvègue. « C'était somme toute assez facile. »« Garde la tête froide, » la gourmanda la louve. « Syl, comment es-tu arrivé si facilement jusqu'à la porte de ma cellule pour la crocheter ?»« Oh oh !» fanfaronna la renarde. « C'est très simple. Nous, les vannes renards, avons quelques capacités d'hypnose et d'illusion. J'ai juste convaincu ce brave homme qu'il avait très sommeil, et convaincu un autre qu'il n'était pas là aussi, mais c'est plus difficile. » Tandis que Sylvègue s'étendait fièrement sur ses aptitudes d'illusionniste, Borde se remémora les derniers instants de la mère des deux renards. Elle avait convaincu les chasseurs de se précipiter avec elle dans le vide. « Ce n'est pas terminé, » intervint Fen. « Siegfried est déjà parti exécuter la suite du plan. Nous allons le rejoindre. »« Déjà ?» s'étonna le jeune homme. « Je viens à peine d'être délivré, et il faut déjà que je risque de me faire encore enfermer dans un cachot. Et je ne suis même plus armé. »« Nous devons tous retourner dans la gueule du loup, pour ainsi dire, » acquiesça la vanne. La renarde pouffa de rire. Puis une ombre d'inquiétude passa sur son visage. « Où est Scad? N'est-elle pas encore arrivée ?» s'enquit-elle. « Non, » répondit Fen, « mais elle ne devrait pas tarder. »« Allons-nous l'attendre ?» demanda Borde. La louve leva ses yeux vers le ciel en le contemplant pensivement. Elle darda ensuite son regard doré sur le jeune homme et secoua la tête. « Le temps passe trop vite, » expliqua-t-elle, « et nous en manquons. »« Comment va-t-elle faire alors ?» s'inquiéta Sylvègue. « Espérons que nous la croiserons sur le chemin, » lâcha Fen d'un ton neutre. « Ne t'en fais pas, » la rassura Borde. « Si tu as réussi à passer inaperçue, Scad aura fait de même. Au pire, elle est cachée dans un coin et attend un moment plus propice pour s'en aller. »« Elle était partie chercher tes armes, mais peut-être qu'elle aura trouvé le cœur d'Ule au passage ?» s'exclama la jeune renarde avec optimisme. « Je n'espère pas, » la rabroua gentiment la louve, « car si tel était le cas, elle se serait mise dans un sacré pétrin, m'est avis. » Sylvègue se renfrogna et resta silencieuse. Le demi-elfe craignait que les deux jeunes renardes manquent encore de maturité pour les suivre. Il avait beau se répéter ce que lui avait dit Fen quelque temps auparavant, comme quoi il était encore moins mature qu'elle lorsqu'il était parti en guerre contre Hule. Mais cela ne parvenait pas à l'empêcher de s'inquiéter. Il n'eut pas le temps de s'appesantir sur ses craintes, car la louve qui venait de se métamorphoser repartait déjà en direction de la muraille. Tout en parcourant en sens inverse le chemin à petite foulée, il déplora de se sentir aussi nu et vulnérable sans son épée et son couteau. En effet, son anneau ne lui était d'aucune utilité seul. Il devrait compter seulement sur ses capacités en combat à main nue si une confrontation survenait. Du moins, jusqu'à ce qu'il retrouve Scad. Son ventre gargouilla. Il grimaça. Il avait l'impression que le monde entier l'avait entendu. Il n'avait pas osé goûter l'infect repas qui lui avait été proposé, et il était à présent sur le point de regretter de ne pas en avoir avalé une ou deux bouchées. Cela aurait peut-être permis à son estomac de ne pas se rappeler à son bon souvenir de manière désagréable. Suivant Fen et Sylvègue, il se faufila dans le tunnel le dernier, non sans se faire de nouveau accueillir par la ronce qui lui laissa une deuxième marque. Il jura intérieurement. Lorsqu'il déboucha de l'autre côté, Svartemörk avait intercepté Fen. Elle arborait une mine sombre suite à ce qu'il lui avait rapporté. La rouquine se tourna vers Borde et lui chuchota. « Je crois que nous avons un problème.